Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le Puy de Feu. Troisième tome de la trilogie des Tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniak. Chapitre 5. 6 contre la cité. C'est au printemps, pas celui de l'année suivante, mais celui d'après, que l'expédition a été lancée. Entre-temps, il y avait eu maintes choses à faire et à préparer, des projets à mettre au point, des équipements à élaborer, des actions à répéter de nombreuses fois. Il avait fallu aussi prendre contact avec ceux qui étaient partis créer des centres de résistance dans les régions des deux autres cités. Cela aurait été plus facile si nous avions pu envoyer des messages aériens grâce aux rayons invisibles que nos aïeux avaient utilisés et que les maîtres utilisaient aussi. Nos savants auraient pu fabriquer les machines voulues, mais la décision contraire l'avait emporté. Il fallait maintenir les maîtres dans leur sentiment de sécurité. Si nous avions utilisé ce qui s'appelait la radio, ils s'en seraient aperçus, et, qu'ils aient découvert ou non nos émetteurs, ils auraient su qu'une rébellion à grande échelle se tramait. Nous avons donc dû nous contenter de nos moyens primitifs. Nous avons établi un réseau de pigeons voyageurs, et pour le reste, on l'a confié à des chevaux rapides, montés par de bons cavaliers, avec le plus possible de relais. Les projets avaient été coordonnés depuis longtemps, et des hommes des centres éloignés sont revenus prendre les instructions. Un de ceux-là fut Henry. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait grandi, minci, et il était bronzé par la longue exposition au chaud soleil des tropiques. Il était très confiant et content de ce qu'ils avaient pu faire. Ils avaient découvert un mouvement de résistance très semblable au nôtre, au nord de l'isthme où se trouvait la deuxième cité des maîtres, et ils s'y étaient joints. Les échanges de renseignements avaient été utiles, et il avait ramené un des meneurs avec lui. Celui-ci était grand, maigre et tanné, et s'appelait Walt. Il parlait peu, et d'une drôle de voix nasillarde. Nous avons bavardé tout un après-midi, Henry, Beanpole et moi, du passé et de l'avenir. Entre deux conversations, nous avons assisté à une démonstration réalisée par nos savants. C'était la fin de l'été, et du mur du château, nous dominions la mer bleue et calme, à peine ridée à l'horizon. Tout était si paisible qu'on pouvait croire qu'il n'existait ni tripode ni maître. Les tripodes ne venaient d'ailleurs jamais près de cette zone côtière isolée. C'était l'une des raisons pour lesquelles on avait choisi ce château. Juste à nos pieds, un petit groupe entourait deux hommes vêtus d'un short semblable à celui que je portais quand j'étais esclave dans la cité. La ressemblance ne s'arrêtait pas là, parce qu'ils portaient aussi, sur la tête et les épaules, un masque similaire à celui qui m'avait protégé contre l'air empoisonné des maîtres. Avec une différence, à la place de la poche à filtre, il y avait un tube qui allait jusqu'à une sorte de boîte attachée dans le dos. Un signal a été donné. Les deux hommes ont escaladé les rochers et avancé dans la mer. L'eau leur a monté aux genoux, aux cuisses, à la poitrine. Puis ensemble, ils ont plongé et ont disparu sous l'eau. Pendant quelques secondes, on a pu les voir un peu, formes indistinctes qui s'éloignaient vers le large. Après les avoir perdus de vue, nous avons attendu qu'ils réapparaissent. Ce fut une longue attente. Les secondes sont devenues des minutes. Bien qu'on m'eût dit le résultat escompté, je devenais nerveux. Ils étaient partis à marée montante. Il y avait d'étranges courants sous-marins et des récifs submergés dans cette zone. Il était très facile de s'y noyer. Le temps passait lentement. L'objet de tout cela était de nous aider à pénétrer dans les cités. Nous ne pouvions pas utiliser la méthode précédemment employée en nous faisant sélectionner au jeu. Il fallait trouver quelque chose de direct et certain. La solution évidente était d'inverser le procédé que Fritz et moi avions choisi pour nous échapper et de pénétrer par la rivière en passant par la voie d'écoulement des eaux. La difficulté venait de ce que cette épreuve avait épuisé mes forces alors même que je nageais dans le sens du courant. Nager contre me semblait impossible. J'ai fini par crier. « Ça n'a pas marché. C'est impossible qu'il soit encore vivant là-dessous. »
Beanpole m'a dit « Attends, ça doit faire plus de 10 minutes. » Presque 15. Henry a dit soudain « Là-bas, regardez !» J'ai regardé l'endroit qu'il montrait au loin. Dans le bleu miroitant, un point était apparu, puis un autre. 2 têtes. Henry a dit « Ça a marché, mais je ne comprends pas comment. » Beanpole a fait de son mieux pour nous expliquer. Ça avait un rapport avec l'air que j'avais toujours pris pour un rien invisible constitué de 2 riens différents, 2 gaz, et dont la plus petite partie était celle qu'il nous fallait pour vivre. Les savants avaient appris à les séparer et à garder la partie utile dans ces récipients fixés sur le dos des nageurs. Des choses appelées valves réglaient le débit d'admission dans les masques portés par les hommes. On pouvait rester sous l'eau un long moment. Des palmes attachées aux pieds permettaient de nager à contre-courant. Nous avions trouvé le moyen d'entrer dans les cités. Le lendemain matin, Henry nous a quittés, emmenant l'étranger maigre et taciturne. Il a aussi emporté plusieurs masques, avec tubes et boîtes. Depuis notre abri souterrain au bord de la rivière, j'ai regardé la cité d'or et de plomb, et n'ai pu réprimer le frisson qui m'a parcouru tout le corps. Les remparts d'or surmontés de la bulle émeraude du dôme protecteur traversaient la rivière et s'étendaient de part et d'autre, immenses et imposants, apparemment infranchissables. C'était ridicule d'imaginer qu'à nous 6 rassemblés là, nous pourrions vaincre cette cité. Comme les coiffés ne s'aventuraient jamais près de la cité, tant ils étaient impressionnés, nous ne risquions pas d'en rencontrer. Nous voyions évidemment beaucoup de tripodes aller et venir, zébrant le ciel à pas de géants, mais nous nous tenions à l'écart de leurs itinéraires. Nous étions arrivés depuis 3 jours, et c'était le dernier. Tandis que la lumière baissait dans un ciel gris tourmenté, elle emportait avec elle les dernières lueurs avant le moment décisif. Cela n'avait pas été facile de synchroniser nos assauts contre les 3 cités. Il ne fallait pas y pénétrer à la même heure, puisque l'obscurité nécessaire survenait à des moments différents sur notre planète. Pour Henry, c'était 6 heures après nous. À l'est, ils devaient être en train de s'y mettre, au milieu de leur nuit. Nous savions que cette cité-là représentait la partie la plus dangereuse de l'entreprise. Leur base était la plus petite et la plus faible des 3, installée dans un pays où les coiffés étaient totalement étrangers et parlaient un langage incompréhensible. Nos recrues y avaient été peu nombreuses. Ceux qui devaient participer à l'assaut étaient venus au château l'automne précédent. Ils étaient minces et avaient la peau jaune. Ils parlaient peu et souriaient encore moins. Ils avaient appris un peu d'allemand et Fritz et moi les avions instruits sur ce qu'ils trouveraient dans la cité. Nous partions du postulat que les 3 cités étaient semblables. Ils nous avaient écoutés en acquiesçant, mais nous n'avions pas de certitude sur ce qu'ils avaient compris exactement. En tout cas, nous ne pouvions plus rien faire. Il nous fallait nous concentrer sur notre propre travail. L'obscurité gagnait la cité, la rivière, la plaine environnante, et ce tertre, là-bas, qui étaient les ruines d'une grande cité d'autrefois. Nous avons pris notre dernier repas de nourriture normale au grand air. Ensuite, il nous faudrait nous contenter de ce que nous trouverions dans la cité, manger la nourriture insipide des esclaves à l'abri dans l'un des refuges. J'ai regardé mes compagnons dans la lumière déclinante. Ils étaient tous vêtus comme les esclaves et tenaient leurs masques prêts à être mis. Leur peau, comme la mienne, était pâlie par un hiver passé complètement à l'abri du soleil. Les fausses résilles s'étaient bien ajustées à nos crânes et nos cheveux poussaient par-dessus. Mais, selon moi, on ne ressemblait pas vraiment aux esclaves que j'avais vus dans la cité, et je me demandais comment la supercherie pourrait réussir. Sûrement que le premier maître qui nous verrait se rendrait compte de la vérité et donnerait l'alarme. Mais l'heure n'était plus aux doutes et aux inquiétudes. Une étoile brilla à l'ouest, pas très loin au-dessus de l'horizon. Fritz, le chef de notre groupe, a regardé la montre que lui seul portait et qu'il devait garder cachée dans la ceinture de son short. Elle fonctionnait très bien et même sous l'eau. Elle avait été fabriquée non pas par nos propres savants, mais par les grands artisans qui vivaient avant l'époque des maîtres. Elle me rappelait celle que j'avais trouvée dans les ruines de la première grande cité et que j'avais perdue en faisant du bateau sur la rivière avec Héloïse au château de la Tour Rouge. Comme cela me semblait loin. « C'est l'heure, » a dit Fritz. « À lancer. »
Des éclaireurs avaient préalablement étudié la configuration des canalisations par lesquelles nous devions passer. Elles étaient larges, heureusement, et il y en avait 4, chacune reliée sans doute à un bassin comme celui dans lequel nous avions plongé, Fritz et moi. Elles débouchaient à 6 mètres de fond dans la rivière. Un par un, nous avons plongé et nagé à contre-courant, guidés par une petite lampe fixée à notre front. Encore une merveille réinventée par Beanpole et ses collègues. Beanpole avait dû rester au quartier général malgré ses supplications pour venir avec nous. La faiblesse de ses yeux, sans lunettes, l'aurait handicapé, et de toute façon, il était trop précieux pour être soumis à des risques. Les lampes bougeaient devant moi, puis j'en ai vu une disparaître. L'orifice devait être là. Je me suis enfoncé davantage, et j'ai aperçu le bord arrondi du métal, le contour indistinct d'une canalisation. J'ai agité mes jambes palmées, et j'ai avancé. Le tunnel me paraissait interminable, éclairé par ces lumières qui dansaient devant moi et le faible faisceau de ma lampe, avec cette pression de l'eau qu'il fallait sans arrêt combattre. À un moment, je me suis demandé si nous ne faisions pas du surplace et si nous n'allions pas rester ainsi jusqu'à ce que, terrassés par la fatigue, nous soyons repoussés dans la rivière. L'eau m'a paru un peu plus chaude, mais ça pouvait être une illusion. À ce moment-là, cependant, la lumière devant moi a disparu et j'ai forcé un peu plus sur mes membres fatigués. Précédemment, j'avais touché la paroi du tunnel de ma main tendue. J'ai encore essayé, mais n'ai rien trouvé de dur. Au-dessus de moi, loin au-dessus, il y avait une lueur verte. J'ai remonté vers la surface et ma tête est enfin sortie de l'eau. Comme prévu, nous sommes allés sur le côté du bassin pour être cachés par le mur qui l'entourait. Celui qui me précédait attendait en agitant les pieds. Nous avons hoché la tête en silence. D'autres têtes sont apparues l'une après l'autre et avec un immense soulagement, j'ai vu Fritz. La dernière fois, le bassin était désert la nuit, mais il ne fallait prendre aucun risque. Fritz s'est donc hissé avec précaution sur le bord pour contrôler avant de nous faire signe. Nous avons alors grimpé sur la terre ferme de la cité dont la pesanteur de plomb nous a terrassés. J'ai vu mes compagnons, avertis mais surpris quand même, tituber sous cette pression soudaine. Leurs épaules se sont affaissées, le ressort dans leurs jambes avait disparu, tout comme dans les miennes. J'ai alors pris conscience que nous n'aurions peut-être pas l'air très différents des esclaves, finalement. Nous avons exécuté rapidement ce qui était nécessaire. Débrancher le tube de notre masque et ôter le réservoir à oxygène de notre dos. Ceci fait, nous n'avions plus que des masques ordinaires, dont les sacs à filtre contenaient les éponges que nous renouvellerions plus tard dans l'une des salles communes réservées aux esclaves. Nous avons percé les réservoirs que nous avons attachés ensemble, ainsi que les tubes. Puis, l'un de nous est retourné dans le bassin pour les remplir. Ils se sont alors enfoncés dans l'eau. Le courant les emporterait dans la rivière. Même si l'un des coiffés les pêchait le lendemain ou le surlendemain, il ne pourrait rien en faire. Il les prendrait pour un autre mystère des tripodes. Comme nous l'avions constaté, des détritus sortaient effectivement de la cité de temps en temps. Nous pouvions nous parler, mais nous préférions ne pas faire de bruit inutilement. Fritz a fait un autre signe de tête, et nous sommes partis. Une fois dépassés les filets récupérateurs de chaleur, nous avons vu l'eau fumer et même bouillonner par endroits. Après la grande cascade qui alimentait le bassin, nous avons longé les piles de caisses qui montaient jusqu'à la voûte et progressé ainsi jusqu'à la rampe incurvée et très raide qui indiquait la sortie. Une faible lumière vert-jaune venait des ampoules pendues au plafond. Fritz, en tête, avançait prudemment d'une cachette à l'autre et nous obéissions à ses signes. Peu de maîtres s'activaient la nuit, mais il ne fallait pas être surpris par l'un d'eux, parce qu'aucun esclave ne devait être dehors. En outre, nous transportions certains éléments de l'appareil de distillation que nous n'avions pas envisagé de trouver sur place. Nous avons traversé lentement la cité endormie. Nous sommes passés devant des endroits où on entendait le bourdonnement des machines et devant des bassins-jardins déserts dans lesquels d'affreuses plantes aux couleurs sombres ressemblaient à des êtres menaçants. Nous avons longé la grande arène où je les avais vus jouer à la poursuite de la sphère. En regardant tout cela et d'autres lieux familiers, j'en oubliais mes jours, mes années de vie libre. Il me semblait presque que je rentrais à cet appartement de la pyramide 19 où mon maître m'attendait pour faire son lit, lui frotter le dos, préparer son repas ou seulement lui parler, lui donner la compagnie qu'étrangement il demandait.
Ce fut un long trajet rendu plus long encore par notre détermination à ne courir aucun risque. Quand nous avons atteint le quartier que nous cherchions à l'autre bout de la cité, là où la rivière entrait pour être purifiée et traitée, l'obscurité commençait à devenir verte. À l'extérieur, une aube claire devait poindre au-dessus des collines. Nous étions fatigués et trempés de sueur. Nous avions chaud et soif, et le poids incessant qui nous tirait vers le sol nous accablait. Beaucoup d'heures devaient s'écouler avant que nous puissions nous glisser dans un refuge, ôter nos masques, manger et boire. Je me demandais comment les 4 nouveaux prenaient tout cela. Comme nous traversions un espace triangulaire, en nous cachant sous des plantes ressemblant à des arbres noueux et qui sortaient de l'inévitable bassin, Fritz, monté sur une plateforme, s'est arrêté et a fait signe aux autres de le rejoindre. M'apprêtant à le faire à mon tour, j'ai vu sa main se lever pour m'avertir. Je me suis immobilisé et j'ai attendu. Il y avait un bruit lointain, une succession de claquements réguliers. Je savais ce que c'était. 3 pieds frappés à tour de rôle, la pierre lisse. 1 mètre. Ma peau s'est hérissée en le voyant passer à l'autre bout de la place, dans la faible clarté glauque. À force de voir Rookie pendant si longtemps, je croyais être habitué au maître. Mais Rookie était notre prisonnier, enfermé dans une petite cellule. En voyant celui-ci vaquer à ses occupations normales dans cette cité, symbole de leur puissance, toute ma peur ancienne est revenue, ainsi que ma haine. Lors de notre premier séjour, Fritz et moi avions découvert de nombreux endroits rarement utilisés, sinon jamais. La plupart étaient des entrepôts encombrés de caisses, comme le souterrain par lequel nous étions arrivés, ou des lieux vides qui attendaient un usage futur. J'imagine qu'en construisant la cité, ils avaient gardé des espaces pour l'expansion et qu'une grande partie n'avait pas encore été occupée. En tout cas, c'était quelque chose dont nous pouvions profiter. Les maîtres, comme on l'avait vu avec les itinéraires invariables si souvent suivis par les tripodes, étaient des créatures aux manières répétitives dans maintes domaines. Et les esclaves humains ne s'aventuraient jamais autrement que pour des courses précises. Cela aurait été impensable pour eux de mettre le nez dans ce qu'ils considéraient comme les mystères sacrés de leur dieu. Nous nous sommes dirigés vers une pyramide que Fritz avait repérée à moins de 100 mètres de la rampe conduisant à l'usine de purification de l'eau. Il était évident que le rez-de-chaussée ne servait pas. Une moisissure brunâtre, facile à ôter, couvrait les surfaces exposées des caisses. Il y avait beaucoup de ce genre de champignons dans la cité, mais les maîtres ne semblaient pas s'en soucier. Pour être encore plus en sécurité, nous sommes descendus au sous-sol, là où il y avait davantage de caisses entassées. Nous avons dégagé un espace dans un coin et commencé d'installer notre appareil. Nous comptions sur les ressources de la cité pour une bonne partie de notre équipement. Par exemple, y trouver des tubes de verre et des bocaux. Nous avions surtout apporté des petits outils, des tubes de caoutchouc et des bouchons. Nous avions aussi l'intention de nous procurer le moyen de chauffage chez notre ennemi. Il n'y avait pas de feu, mais des plaques de tailles variées qui, lorsqu'on pressait sur un bouton, dégageaient une forte chaleur radiante. Les plus petites étaient utilisées par les esclaves pour faire bouillir les liquides nécessaires à leur maître. Il y avait des fixations qui s'emboîtaient dans des alvéoles des murs, et quand la chaleur des plaques cessait, on les y logeait et les laissait environ 1 heure, après quoi c'était comme neuf. Beanpole avait expliqué que ce devait être une forme de cette électricité que nos savants avaient redécouverte. Le jour s'est levé. La lumière traversait l'opacité verte, et on devinait même le disque pâle du soleil. Par roulement, Fritz guidant un groupe et moi l'autre, nous sommes allés dans une salle commune pour nous rafraîchir, manger et boire, et remplacer les filtres de nos masques. Cette salle commune avait été soigneusement choisie. C'était celle de l'une des pyramides principales, où un grand nombre de maîtres venant de différents endroits de la cité se retrouvaient quotidiennement pour diriger les affaires. Comme tant d'autres choses, la nature de ces affaires était déconcertante. Cela signifiait qu'il y avait un brassage permanent d'esclaves ayant accompagné leur maître et dont les services n'étaient pas requis à ce moment-là. Certains restaient des heures endormis sur les lits, et la majorité ne se connaissait pas. Ce n'étaient que des silhouettes anonymes, jouant des coudes pour une place au distributeur ou pour un lit vacant. De toute façon, tous ces esclaves étaient toujours tellement fatigués qu'il leur restait bien peu d'énergie pour observer.
Cet endroit allait être notre base principale, pas seulement pour l'eau et la nourriture, mais pour les besoins aussi impérieux de repos et de sommeil. Nous avions décidé de travailler la nuit et de nous reposer le plus possible pendant le jour. Ce ne serait pas énorme, quelques heures à chaque fois. Pendant la première journée, nous avons cherché tout ce qui nous manquait. C'était étonnant de voir comme les choses allaient bien. André avait eu raison de dire que les 3 attaques devaient avoir lieu simultanément, parce que l'espoir de réussite dépendait de cette confiance absolue que les maîtres avaient dans la soumission des humains coiffés. Nous pouvions aller où nous voulions et prendre ce que nous voulions, parce qu'il ne leur serait pas venu à l'idée que nous puissions faire quelque chose d'interdit. Nous avons traîné notre butin dans les rues, directement sous le nez de notre ennemi. 2 d'entre nous tiraient une cuve dans une petite remorque au milieu d'un espace découvert de chaque côté duquel s'ébattait avec un manque de grâce solennel dans l'eau fumante une bonne 12aine de mètres. Les cuves représentèrent notre premier butin. Nous en avons descendu 3 dans le sous-sol et les avons remplis d'un mélange d'eau et de cette sorte de biscuit qu'on donnait aux esclaves dans les salles communes. La pâte obtenue était une bouillie peu appétissante et collante à laquelle nous avons ajouté la levure que nous avions apportée. Cela n'a pas mis longtemps à fermenter, malgré l'air différent de la cité. Nos savants nous l'avaient assuré, mais ce fut quand même un soulagement de voir les bulles se former. La première étape était en route. Aussitôt après, nous avons commencé la construction de l'appareil de distillation. Ce n'était pas si facile. Le procédé de distillation normale exige qu'on chauffe un liquide afin qu'il forme de la vapeur. L'alcool que nous voulions produire bout à une température inférieure à celle qui est nécessaire pour faire bouillir de l'eau. La première vapeur qui sort contient donc beaucoup d'alcool. La deuxième étape consiste à refroidir cette vapeur pour qu'elle se condense en liquide. La répétition du procédé produit progressivement de l'alcool de plus en plus concentré. Malheureusement, nous nous sommes heurtés au problème général de la chaleur dans la cité. Nous avions espéré le vaincre en adaptant des tubes plus longs pour donner à la vapeur le temps de se refroidir davantage, mais nous avons vite compris que cela n'allait pas fonctionner. L'écoulement était pitoyable, un débit si lent qu'il nous faudrait vraisemblablement des mois pour remplir le vase collecteur. Il fallait s'y prendre autrement. Cette nuit-là, Fritz et moi sommes sortis ensemble. Nous sommes descendus avec précaution dans la galerie qui contenait l'installation de purification de l'eau. Des lampes vertes étaient allumées et les machines tournaient, mais il n'y avait personne. Les machines fonctionnaient seules, et quel besoin y avait-il de laisser un gardien dans un lieu où les seuls êtres vivants étaient les maîtres et leurs esclaves dévoués? Aucune porte dans la cité n'avait de serrure. De ce côté des machines, un bassin d'eau bouillante de plus de 6 mètres de large se terminait par des canalisations qui la transportaient dans ses multiples circuits vers les étages des pyramides ou pour alimenter les nombreux bassins jardins et aménagements similaires. Mais au-delà, il y avait un autre bassin qui approvisionnait les machines. L'eau qui l'alimentait passait sous une arche large qui brisait l'uniformité monotone du mur doré. Nous avons escaladé un muret et nous nous sommes retrouvés sur un étroit rebord qui pénétrait dans un tunnel. Nous l'avons suivi vers l'obscurité grandissante. La fraîcheur montait de la surface turbulente de l'eau. C'était exactement ce que nous cherchions, mais nous avions besoin de plus d'espace si nous voulions y installer un appareil de distillation. Fritz me précédait. Je n'ai su qu'il s'était arrêté que lorsque j'ai cessé d'entendre le bruit de ses pas. Il faisait trop sombre pour voir et je l'ai appelé doucement. « Où es-tu »« Ici, prends ma main. » Nous étions alors juste sous le mur. L'eau faisait un bruit différent, plus tumultueux, et j'ai deviné que ce devait être là qu'elle jaillissait du sol. Il fallait qu'elle vienne du monde extérieur à une profondeur suffisante pour être sûr que l'air n'entrerait pas en même temps. À tâtons derrière Fritz, je me suis retrouvé au-dessus de l'endroit qui avait été occupé autrefois par la rivière. Il y avait une sorte de plateforme traversant le tunnel qui conduisait dans un tunnel plus petit qui continuait vers l'extérieur, directement au-dessus du cours d'eau devenu souterrain. Nous avons découvert ce qui s'avéra la bouche d'accès d'une chambre d'inspection, et il devait y en avoir d'autres. J'imagine que c'était en cas d'interruption du cours d'eau. Dans cette éventualité, il leur fallait utiliser les coiffées pour aller voir. Aucun maître n'aurait pu passer dans un espace aussi étroit. Fritz a dit « Il y a de la place, Will. » J'ai objecté. « Il fait noir, comme dans un four. Il faudra nous débrouiller, et les yeux s'habituent. Je vois déjà un peu mieux, je crois. » Je n'y voyais presque rien, mais il avait raison.
Nous devions nous débrouiller. Nous avions besoin d'un refroidisseur, et nous l'avions, tourbillonnant en abondance sous nos pieds. J'ai demandé « Commençons-nous cette nuit ?» On peut toujours transporter certaines choses. Au cours des nuits suivantes, nous avons travaillé d'arrache-pied pour amonceler des matériaux. Il y avait une grande quantité de récipients faits d'une matière semblable à du verre, mais souple au toucher, que nous remplissions du produit de nos efforts. Il n'y aurait pas eu de place pour eux sur la plateforme, mais nous avons pu les entasser le long du tunnel. Je priais pour qu'il n'y ait pas d'interruption du cours d'eau à ce moment-là, entraînant une inspection. Ça semblait peu probable. Ce système était évidemment conçu pour une urgence et n'avait sans doute pas été utilisé depuis la construction de la cité. Nous avions une vie épuisante. Dans le tunnel, on échappait un peu à la chaleur, mais la gravité accrue nous pesait toujours, et il nous fallait quand même porter nos masques. Nous manquions aussi de sommeil. Il n'y avait que 12 heures par jour pour utiliser les salles communes, et nous devions nous y reposer par roulement. C'était parfois impossible quand la salle était remplie d'esclaves. Une fois, alors que j'étais épuisé, j'y ai trouvé tous les lits occupés. Je me suis laissé tomber par terre, et j'ai dormi sur le sol dur jusqu'à ce que je sois réveillé par une main sur mon épaule, ce qui m'a fait prendre conscience que je devais me lever malgré mes yeux douloureux et mes jambes fatiguées, qu'il me fallait remettre mon masque et sortir dans cette brume verte qui était ce qu'on avait de plus proche du jour. Mais le temps passait, et notre provision augmentait lentement. Nous nous sommes tenus à notre programme de travail, et nous avons atteint notre objectif presque une semaine à l'avance. Nous avons continué à fabriquer de l'alcool. C'était mieux que de se contenter d'attendre, et plus forte serait la concentration du liquide à verser dans l'eau des maîtres, plus efficace serait-il sans doute. Nous avions déjà identifié le conduit qui alimentait le système d'eau potable à partir du bassin. Nous étions prêts pour le jour et l'heure qui avaient été choisis. Le moment arriva enfin. Notre minutage précis rencontrait un écueil majeur. Nous n'avions aucune idée du délai nécessaire à l'action de l'alcool sur les maîtres, ni du temps qu'il leur faudrait pour prendre conscience que quelque chose n'allait pas. Les trois cités étant en contact l'une avec l'autre, il ne fallait pas que l'une avertisse les autres du danger qui pourrait alors être écarté. Il fallait donc que l'eau potable soit altérée à peu près à la même heure dans les trois. Et là, bien sûr, nous avons rencontré le problème né du fait que notre planète est un globe tournant autour du Soleil. Les usines d'épuration de l'eau avaient un personnel de maîtres qui s'occupait des machines le jour, par équipe tournante, mais il n'y avait personne la nuit. On en avait déduit que 2 attentats sur 3 pouvaient être perpétrés pendant cet intervalle. L'un juste après leur journée de travail, l'autre peu de temps avant le début de la suivante. Cela signifiait que dans la 3e cité, le sabotage devait être tenté aux environs de midi. Il avait été admis sans conteste que c'était notre groupe qui devait se charger de ce cas-là. Nous avions l'avantage d'être les plus proches du quartier général et 2 d'entre nous connaissaient déjà la cité. Il nous revenait donc d'accomplir notre tâche pendant que les maîtres étaient en plein travail à l'usine. Nous y avons beaucoup réfléchi. Bien que nous leur ayons pris des pièces utiles à notre équipement et que les 4 nouveaux se soient tellement habitués à leur présence qu'ils les ignoraient presque, ce qui n'était pas le cas pour Fritz et moi qui avions des souvenirs trop amers, il y avait très peu de chances pour que les maîtres ne réagissent pas s'ils nous voyaient sortir du tunnel avec des récipients et les vider dans l'un des conduits. C'était quand même leur service spécifique et tous les hommes y travaillant étaient sous leurs ordres. L'un de nous a proposé de se faire passer pour un esclave apportant un message les réclamant tous dans une autre partie de la cité. Puisqu'il ne se méfiait jamais des esclaves, il ne douterait pas de l'authenticité de ce message. Fritz a rejeté l'idée. Ce serait bizarre comme message, et il pourrait croire que l'esclave se trompe. Il risquerait de vérifier auprès d'autres maîtres, peut-être à l'endroit où on leur demanderait d'aller. Rappelez-vous qu'ils peuvent se parler à distance. De toute façon, je suis certain qu'ils n'iraient pas tous. Il en resterait au moins un aux machines. Alors quoi? Il n'y a qu'une possibilité, en fait. Nous l'avons regardé et j'ai approuvé. Nous devons utiliser la force. Le nombre maximum de maîtres en poste pouvait être de 4, mais il y en avait un autre qui se montrait de temps en temps. Je pense que c'était un genre de surveillant. Généralement, il n'était que 3. Or, l'un d'eux était souvent absent à faire trempette dans un bassin jardin proche. Même armés de la connaissance de ce point vulnérable entre le nez et la bouche, 6 d'entre nous ne risquaient pas de s'en sortir avec plus de 2 à la fois. À conditions égales,
Ils étaient déjà beaucoup plus grands et plus forts que nous. Là, dans cet état de pesanteur artificielle, la bataille aurait été désespérée. Nous n'avions pas d'armes, ni aucun moyen d'en fabriquer. Nous avions choisi d'agir au moment du changement d'équipe, vers midi. Il fallait être prêt dès que le 3e maître monterait la rampe en se dirigeant vers le bassin jardin, ce qui signifiait que nous devions nous cacher à proximité de l'entrée de l'usine. Fritz a résolu le problème en nous faisant couper les branches des arbres du bassin et les mettre en tas pendant la nuit. C'était fréquent de les tailler ainsi et de les laisser pour qu'une équipe d'esclaves vienne ensuite les ramasser. Nous pouvions compter qu'ils les oublient au moins une journée. Ainsi, étant allés chacun à notre tour à la salle commune, nous nous sommes discrètement enfoncés dans le tas qui avait un peu la consistance des algues, collantes, répugnantes et caoutchouteuses et qui donnaient la chair de poule. Fritz avait une place d'où il pouvait surveiller. Les autres étaient bien enfouis et, à mon avis, couraient le risque d'étouffer si l'attente était trop longue. L'attente fut effectivement très longue. Dans ce nid désagréable où il n'y avait rien d'autre à voir que les feuilles devant mon nez, je mourais d'envie de savoir ce qui se passait dehors, mais je n'osais même pas susurrer une question. Le tas de branches devenait poisseux, sans doute parce que ça pourrissait, ce qui ne rendait pas l'attente plus attrayante. J'ai senti une crampe dans une jambe, mais je ne pouvais pas bouger. La douleur est devenue insupportable. Il fallait que je me masse. « Maintenant » a dit Fritz. Il n'y avait personne dans les parages. Nous avons couru vers la rampe, ou du moins marché un peu plus vite que d'habitude. En bas, nous avons ralenti. Un maître était en vue, l'autre caché par l'une des machines. À notre approche, le premier a dit « Qu'y a-t-il ? Vous venez faire une commission. » « Pour un message, maître. C'est... » 3 d'entre nous ont attrapé simultanément les tentacules. Fritz a sauté et les 2 autres l'ont soulevé par les 2 jambes. Ce fut terminé presque aussitôt. Fritz a frappé fort au point faible et avec un seul hurlement strident, le maître s'est effondré en nous envoyant valser dans une dernière convulsion. Nous avions pensé que le second risquait d'être plus difficile à maîtriser, mais en fait, ce fut plus facile. Il est sorti de derrière sa machine, nous a vus près de son collègue à terre et nous a demandé « Qu'y a-t-il » Nous avons fait le salut révérencieux rituel et Fritz a dit « Le maître s'est blessé, maître. Nous ne savons pas comment. » Une fois de plus, leur confiance absolue dans la dévotion de leurs esclaves nous a donné l'occasion désirée. Sans hésitation ni soupçon, il s'est avancé et penché légèrement pour toucher l'autre avec ses tentacules, ce qui a mis ses orifices, son nez et sa bouche à la portée de Fritz, sans qu'il ait besoin de sauter. Ce maître-là est tombé sans même pousser un cri. « Tirez-les hors de vue derrière la machine, » a ordonné Fritz. « Puis mettons-nous au travail. » Il n'était pas utile de se presser. Nous avions environ une demi-heure avant que le 3e maître revienne. 2 d'entre nous travaillaient dans le tunnel, apportant les récipients sur le rebord étroit. Les autres en transportaient 2 à la fois jusqu'au conduit d'eau potable et les y déversaient. Il y avait environ 100 récipients. Une douzaine de voyages devaient suffire. Le liquide incolore tombait dans l'eau sans laisser de traces. Je comptais mes allers et retours, titubant. 9, 10, 11... Le tentacule m'a saisi sans même que je le voie. Le maître avait dû arriver en haut de la rampe et s'être arrêté pour regarder, au lieu d'avancer en faisant un claquement de pied habituel qu'on aurait entendu. C'était le surveillant qui faisait une de ses visites périodiques. Il avait évidemment vu le défilé des esclaves avec les récipients dont le contenu était vidé dans le conduit, et sa curiosité l'avait fait descendre en tourbillonnant, ce qui était une façon de courir silencieuse, parce que seule la pointe d'un pied touchait le sol par intermittence. Son tentacule m'a enserré la taille. « Garçon, qu'y a-t-il » a-t-il demandé. « Où sont les maîtres ?» Mario, qui était juste derrière moi, a lâché son récipient et sauté sur le maître. Il a été saisi par le second tentacule. Le premier m'a serré si fort qu'il m'a coupé la respiration. J'ai vu les 2 autres compagnons arriver, mais ils n'ont rien pu faire. Je me suis entendu crier car l'étreinte devenait insupportable. Avec son 3e tentacule, le maître a envoyé valser le Hollandais, Jan, contre la machine la plus proche, comme si c'était une marionnette. Puis il a saisi Carlos. Tous les 3, nous étions aussi impuissants que des poulets troussés. Il ne savait pas qu'il y en avait 2 autres dans le tunnel, mais c'était une piètre consolation. On les obligerait à épurer l'eau. Nous étions si proches du succès, et voilà. Jan a réussi à se relever. J'étais à l'envers, ma tête masquée frottant contre le bas du corps du maître. J'ai vu Jan poser la main sur quelque chose, un rouleau métallique d'environ 15 cm de long et 5 d'épaisseur, qui servait à régler l'une des machines. Et je me suis souvenu, avant d'être désigné pour cette expédition,
Il s'était préparé pour une éventuelle participation au jeu, comme lanceur de disques. Mais si le maître le voyait... J'ai tendu le bras et essayé d'atteindre la jambe la plus proche pour y enfoncer mes ongles. Cela a eu aussi peu d'effet qu'un moucheron piquant un cheval. Il a quand même dû s'en apercevoir, parce que le tentacule m'a serré davantage. J'ai hurlé de douleur, ma souffrance a augmenté, j'étais sur le point de m'évanouir. J'ai vu Yann pivoter et son corps se détendre, puis j'ai sombré dans l'inconscience. Je me suis réveillé, appuyé contre une des machines. Plutôt que de perdre du temps à essayer de me faire revenir à moi, ils avaient très normalement continué la tâche. J'étais contusionné, et ça me brûlait comme du feu quand je respirais. Le maître était allongé pas loin, et perdait un liquide verdâtre qui suintait d'une entaille juste sous la bouche. J'ai regardé avec hébétude le dernier récipient se vider. Fritz est apparu en disant « Reportez tous les récipients vides dans le tunnel pour le cas où il en viendrait un autre. » Il a vu que j'avais repris connaissance. « Comment vas-tu, Will ?»« Pas trop mal. Avons-nous réussi ?» Il m'a regardé, et un de ses rares sourires a illuminé son visage allongé. « Je crois bien que oui. » Nous avons remonté la rampe sans bruit, et nous nous sommes glissés dehors. Là, un maître nous a vus, mais ne nous a pas prêté attention. Yann et moi marchions tous les deux avec difficulté, lui à cause d'une jambe gravement contusionnée, et moi à cause d'une douleur lancinante qui ponctuait chaque inspiration et chaque mouvement. Mais cela n'était pas extraordinaire. Beaucoup d'esclaves étaient plus ou moins infirmes. On avait traîné le 3e maître derrière la machine avec les 2 autres. Quant au 4e, c'était presque l'heure de son retour du bassin jardin. Il allait les découvrir et peut-être donner l'alarme, mais les machines fonctionneraient normalement en produisant de l'eau pure. L'eau trafiquée était déjà partie dans les tuyaux vers les robinets de toute la cité. Nous avons mis une bonne distance entre nous et l'usine d'épuration. Nous sommes allés dans une salle commune pour nous rafraîchir. J'ai bu de l'eau. Son goût n'était pas modifié. D'après les tests sur Rocky, les savants avaient découvert qu'une infime portion d'alcool avait un effet paralysant sur les maîtres. Mais je me suis demandé si la dose que nous avions réussi à introduire suffirait. Nos masques ôtés, Fritz m'a palpé le thorax. J'ai tressailli et failli crier. « Une côte cassée, a-t-il dit. C'est ce que je pensais. Nous allons essayer de tout soulager. » Il y avait des masques en réserve dans la salle. Il en a déchiré un et a utilisé le matériau pour faire 2 bandages qu'il a placés au-dessus et au-dessous de l'endroit où j'avais le plus mal. Il m'a dit d'expirer à fond, puis il les a serrés et noués. J'ai eu encore plus mal quand il l'a fait, mais je me suis senti mieux par la suite. Nous avons attendu une demi-heure avant de partir. Les maîtres étaient de terribles consommateurs d'eau qui ne laissaient jamais s'écouler plus d'1 heure sans boire. Nous sommes sortis en regardant partout, mais rien ne semblait différent. Ils nous dépassaient avec leur arrogance habituelle, leur indifférence méprisante. J'ai senti le découragement revenir. Puis, en passant près d'une pyramide, nous en avons vu un sortir. Mario m'a saisi le bras sans réfléchir, et j'ai grimacé de douleur. Mais la douleur importait peu. Le maître titubait sur ses 3 grosses jambes et ses tentacules bougeaient avec maladresse. Un instant plus tard, il s'est écroulé au sol, inerte. C'était Le Puits de Feu, 3e tome de la trilogie des Tripodes, de John Christopher. Chapitre 5. 6 contre la cité. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.